Les 3 employés du refuge s'étaient plaqués contre le mur extérieur du chenil numéro 17, haletants, les visages marqués par la tension. Un filet de sang glissait le long de l'avant-bras de Jamie Monroe, là où des crocs avaient frôlé sa peau à travers sa manche de protection. À l'intérieur, un berger allemand de presque 45 kilos, baptisé Atlas, était accroupi dans un coin, la nuque hérissée, les yeux ambrés, fixant chaque mouvement au-delà du grillage. C'était la 3e fois cette semaine. Madame Clara West, responsable du refuge depuis plus de 20 ans, poussa un soupir en voyant les marques de dents sur la manche de Jamie. Son visage buriné se plissa de fatigue mêlée d'inquiétude. On est à court d'options. Le grondement d'Atlas vibra dans l'air comme un orage lointain quand le docteur Foster s'approcha, une seringue de sédatif à la main. « C'est peut-être plus humain de... » tenta Jamie, mais Clara le fit taire d'un regard vif. « Pas encore. » C'est à cet instant qu'ils l'entendirent. Une petite voix venue de l'entrée du refuge. Une fille d'environ 8 ans venait d'échapper à la vigilance de ses parents. Elle s'approcha de la cage grillagée, posa son visage contre les mailles et murmura 5 mots qui figèrent tout le monde sur place. « Atlas, je me souviens de toi. » Le grondement cessa. Laissez un like si cette histoire vous touche et partagez vos impressions dans les commentaires. N'oubliez pas de nous dire depuis quelle ville vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Atlas n'avait pas toujours été cette créature craintive et imprévisible retranchée dans le chenil 17. 3 ans plus tôt, il incarnait l'élite de la brigade canine de l'État de Caroline de l'Est. Un chien exceptionnel capable de repérer une dose de drogue cachée dans un moteur ou de suivre la trace d'un fugitif sous une pluie battante. Son palmarès relevait presque du mythe. 14 personnes disparues retrouvées, 27 arrestations liées aux stupéfiants, 3 vies sauvées grâce à ses interventions. L'agent qui avait été son maître, l'officier Frank Darrow, disait souvent qu'Atlas était le meilleur partenaire qu'il ait jamais eu. Un vétérinaire militaire déguisé en chien. Une plaque vissée sur la porte de son box à l'époque disait fièrement « Atlas, courage au-delà des mots ». Aujourd'hui, ce même courage avait été brisé, réduit en miettes par la peur et les coups. Il ne restait de lui qu'un tas de nerfs, replié sur lui-même, incapable de se laisser approcher. Le personnel du refuge utilisait un mot cruel mais sincère, cause perdue. Mais Lily Wexler n'était pas une enfant comme les autres. Tandis que d'autres de son âge collectionnaient les figurines ou se disputaient des peluches, elle collectionnait les âmes blessées. Sur son rebord de fenêtre, on pouvait voir défiler des moineaux blessés, des chauves-souris tombées trop tôt du nid, des écureuils apeurés, des lapins aux pattes bandées. Sa mère, Sarah Wexler, infirmière pédiatrique à l'hôpital du comté, plaisantait souvent « Ma fille n'a pas que 5 sens. Elle ressent la douleur des animaux comme si c'était la sienne. » Et elle avait raison. Lily n'aimait pas seulement les animaux, elle les comprenait. Scott Wexler, son père, en savait long sur la douleur lui aussi. Ancien ranger de l'armée, il était revenu de sa 3e mission avec le corps presque intact, mais l'esprit en morceaux. On avait mis un mot sur son état, syndrome de stress post-traumatique. Mais lui, il appelait ça son passager clandestin. Une présence muette et tenace, capable de transformer un jour calme en champ de mine. Les cauchemars, les palpitations sans raison, l'incapacité à supporter les supermarchés bondés. Il en parlait à son thérapeute en ces termes. La forêt, elle, au moins, ne vous demande rien. Les arbres s'en fichent si vous ne supportez pas les foules. Il vivait à la lisière de la petite ville de Helford, en Virginie, dans une maison modeste au bout d'un chemin de gravier. Leur jardin donnait sur une étendue boisée, un lieu que Scott appelait sa zone neutre. C'était là qu'il respirait. À quelques kilomètres à peine, un autre homme vivait dans une maison blanche, façade impeccable, drapeau américain flottant à l'entrée. Mais derrière, dans le jardin, se trouvait l'enfer. Raymond Mercer, ancien officier de police. Un homme frustré, aux mains trop lourdes et au cœur trop froid. Les animaux qu'il achetait ou récupérait n'étaient que des défouloirs. Atlas fut l'un d'eux. Le souvenir de cette nuit-là revenait par fragments dans l'esprit d'Atlas. Le froid mordant d'un début d'automne, le cliquetis métallique de l'arme de service de Frank, le grésillement des radios dans l'obscurité, une odeur mêlant peur et humidité dans ce vieil entrepôt abandonné. « Cherche !» avait murmuré Frank. Atlas avait compris. Il comprenait toujours. Leur lien était au-delà des mots, au-delà même des gestes. Un simple frémissement dans la pression de la main sur le harnais, et Atlas savait où aller. Ils étaient plus qu'un binôme. Ils étaient 2 parties d'un même esprit. Puis tout s'était effondré. Le claquement d'une arme, la douleur fulgurante dans l'épaule.
Atlas avait bondi malgré tout, planté ses crocs dans le bras de l'homme armé, maintenu la pression pendant que Frank hurlait. Le suspect maîtrisé, Atlas s'était effondré. Frank aussi. Les deux, côte à côte, l'un avec une balle dans la jambe, l'autre saignant abondamment. Ils avaient été transportés ensemble dans le même véhicule. Un ambulancier avait posé la main sur la tête d'Atlas en murmurant « Tu t'es battu comme un héros ». Mais les héros sont rarement traités comme ils le devraient. 3 semaines plus tard, après une opération difficile et une convalescence douloureuse, Atlas avait été officiellement retiré du service. Trop boiteux, trop lent, trop cher à entretenir. Frank, encore en fauteuil roulant, avait supplié « Laissez-moi le prendre. Il m'a sauvé la vie, je lui dois la sienne ». Mais le département avait été clair. Un chien policier, même blessé, restait une propriété. Et une propriété doit être vendue si elle ne sert plus. 1 semaine plus tard, Raymond Mercer se présentait avec un chèque et de faux sourires. Pour Atlas, le changement fut brutal, incompréhensible. Du jour au lendemain, il passa de l'univers réglé de la brigade canine à l'abandon d'un jardin clôturé. Plus de rituels matinaux, plus d'entraînement, plus de complicité. Seules les chaînes, la solitude, la faim et les éclats de voix. Le premier coup tomba parce qu'il avait aboyé à l'approche d'un facteur. Les chiens de flics n'aboient pas sans ordre, avait grondé Mercer avant de s'élancer, ceinture de cuir en main, le bruit du cuir fendant l'air, puis le choc sur les flancs. Atlas avait compris. Ce monde n'était plus le sien. Les jours perdirent leur sens. Mercer ne nourrissait pas régulièrement le chien. L'eau était tiède, stagnante. Le chenil improvisé, une niche fendue sous un arbre mort. Aucun abri en hiver, aucun répit sous la chaleur écrasante de juillet. Il dormait dans la poussière, l'épaule douloureuse, le regard toujours tourné vers la clôture, comme s'il attendait le retour d'un maître qui ne reviendrait jamais. Puis un jour, quelque chose changea. Ce fut d'abord un parfum, sucré, du beurre de cacahuète peut-être, et une note florale, familière sans lettres. Atlas leva le museau. Une fillette, pas plus haute que les planches disjointes de la palissade, s'était approchée. Ses cheveux blonds s'échappaient d'un bonnet à pompons, ses yeux brillaient. « Salut chien, t'as faim ?» La voix était douce, pas menaçante, pas forte, simplement présente. Un sandwich passa entre les planches tordues, lentement, comme un cadeau fragile. Atlas, méfiant, resta un instant figé. Puis, poussé par une faim plus forte que la peur, il s'approcha. 2 bouchées, et il recula aussitôt, tremblant, s'attendant au coup. Mais rien ne vint, juste un sourire. « Je m'appelle Lily, j'habite là-bas. Mon papa veut pas que j'aille chez les gens que je connais pas, mais une clôture, c'est pas une maison, hein ?» Et elle revint, chaque jour, parfois avec des restes de sandwich, d'autres fois avec des pommes tranchées ou simplement ces mots, toujours avec cette main tendue à travers la palissade, paume vers le bas, doigts repliés, une main qui ne frappait pas, une main qui n'exigeait rien, une main qui attendait. Atlas s'en approchait, lentement, puis plus vite, puis il la laissait le caresser du bout du museau. C'était la première fois depuis des mois qu'un geste humain ne lui rappelait pas la douleur. Elle disait « T'es un bon chien, je le sais, même si t'as peur, même si t'es triste. » Et pour ces instants-là, Atlas oubliait la ceinture, la pluie, le froid, les chaînes. Il n'était plus un échec. Il était Atlas, un chien qui avait un nom et une amie. Jusqu'au jour où Mercer les surprit. Il arriva sans prévenir, ses bottes claquant contre les dalles. Atlas l'avait entendu trop tard, fasciné par les doigts de Lily grattant doucement entre ses oreilles. L'ombre de l'homme tomba sur eux. Sa voix était tranchante. « Qu'est-ce que tu fiches sur ma propriété, gamine ?» Lily avait sursauté. Sa main encore posée sur le museau du chien s'était figée. « Je voulais juste lui dire bonjour. » Il avait l'air triste. Mercer s'était avancé d'un pas. « Ce chien est dangereux. » Dressé pour attaquer. « Il pourrait te déchiqueter la main. Tu veux ça, hein ?» Ce soir-là, Lily ne parla pas de l'incident. Elle rentra, la tête baissée, fit semblant d'avoir oublié quelque chose. Mais le lendemain matin, en tendant la main vers une boîte de céréales, sa manche glissa. 5 marques, bien nettes, violacées, s'étalaient sur son avant-bras. Sa mère fut la première à les voir. « Lily Pad, c'est quoi, ça ?» La petite tira sa manche. « Rien, ça ne ressemble pas à rien », dit Scott calmement en s'agenouillant devant elle. « Tu te souviens de notre règle de famille ? La vérité ? Même quand c'est difficile, compléta Lily à voix basse. Surtout quand c'est difficile, corrigea Scott. Et alors, tout sortit. Le chien, le jardin, le sandwich, l'homme en colère, les menaces. Scott sentit un frisson glacial lui traverser la colonne. Cette vigilance qu'il connaissait si bien, celle qui lui avait sauvé la vie sur le terrain.
Il regarda sa fille, puis sa femme. Il savait ce qu'il devait faire. Il composa le numéro des services animaliers du comté de Halford. L'agent au bout du fil semblait fatigué, mais concerné. Oui, ils allaient enquêter. Non, ils ne pouvaient rien garantir sans preuve de maltraitance. Oui, il prenait sa déposition. Scott, frustré, ajouta « Cet homme a attrapé ma fille assez fort pour lui laisser des marques. Et il a un chien maltraité dans son jardin. Qu'est-ce qu'il faudra? Qu'un autre enfant se fasse attaquer ?» Un silence. Puis le ton de l'agent changea. « Raymond Mercer, vous dites? Maison Blanche, volet vert, derrière chez les Thompson. On a déjà eu affaire à lui. Je vais prioriser ce dossier. » Scott raccrocha. Mais il n'était pas rassuré. Alors il fit ce que les soldats font toujours. Il se mit à chercher. 26 minutes de recherche en ligne suffirent à Scott pour confirmer ce qu'il redoutait. Les bases de données publiques révélaient que Raymond Mercer avait été officier de police dans le comté pendant 11 ans. Il avait quitté les forces sous un terme flou. Séparation administrative. Aucune charge officielle. Mais 3 plaintes civiles pour usage excessif de la force. Une enquête interne clôturée sans suite. Scott sentit une rage glacée lui serrer la gorge. Cet homme n'aurait jamais dû avoir le droit de posséder un animal, encore moins un chien d'intervention blessé, vulnérable et profondément marqué. « Sarah !» appela-t-il doucement pour que Lily ne l'entende pas. « Je crois qu'on a un problème plus grave que prévu. » Les agents de contrôle animalier se rendirent chez Mercer dès l'après-midi. Scott, incapable de rester sans rien faire, s'était posté dans sa voiture de l'autre côté de la rue, faisant semblant de vérifier les boîtes aux lettres. Une habitude qu'il avait développée pour canaliser son anxiété à travers de petits gestes de routine. 2 agents toquèrent à la porte. Scott observa la conversation à distance. Mercer semblait sur la défensive, son langage corporel tendu, les bras croisés, le menton relevé. Puis les agents passèrent dans le jardin. Scott changea discrètement de position et, à travers les interstices du portail, il vit brièvement le berger allemand recroquevillé contre la clôture. Pelage terne, côte saillante, boitant nettement. 20 minutes plus tard, Mercer éclatait de colère. Les agents sortirent du jardin, l'un d'eux appelant sur sa radio. Scott reconnut cette tension maîtrisée, cette efficacité discrète que l'on apprend dans les zones de guerre. Il ne fallut pas plus d'1 heure pour que 3 voitures de police se garent devant la maison. Quand un officier sortit menottes à la main et emmena Mercer, Scott ne ressentit ni triomphe ni soulagement. Seulement une préoccupation grandissante. Et maintenant, qu'allait-il arriver au chien? Le soir même, alors que Lily se brossait les dents, le téléphone sonna. Scott répondit. « Monsieur Wexler, ici l'officière Karen Wilson, contrôle animalier du comté. Je voulais vous informer de la situation concernant le chien que vous avez signalé. » Scott s'isola dans le couloir, baissant la voix. « J'ai vu les policiers l'emmener. Oui. Après examen, nous avons constaté de nombreux signes de maltraitance physique et de négligence sévère, fractures mal soignées, amaigrissement, absence d'abri. Nous avons placé l'animal au refuge municipal d'Halford pour soins vétérinaires et réévaluation comportementale. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant? C'est justement pour ça que je vous appelle. Durant notre enquête, nous avons scanné sa puce électronique. Ce chien n'est pas n'importe quel animal. Il s'appelle Atlas. C'est un ancien chien policier de l'État de Caroline de l'Est. Son historique est impressionnant. Scott se raidit. Un chien de police? Oui, monsieur. Il a un dossier remarquable. Mission de recherche, intervention, en zone dangereuse, mais ce qui est troublant, c'est la manière dont il est arrivé chez monsieur Mercer. Il semblerait qu'il y ait eu des irrégularités. Quel genre d'irrégularités? L'officière marqua une pause. Je ne peux pas vous en dire trop, mais pour être honnête, Mercer n'aurait jamais dû être autorisé à l'adopter. Il avait des antécédents. Quelqu'un a fermé les yeux. Avant de raccrocher, elle donna à Scott le numéro du refuge et un code de dossier. Si votre fille souhaite savoir comment va le chien, vous pouvez lui dire qu'il est entre de bonnes mains. Il reçoit des soins et de la nourriture. Quand Scott retourna dans la chambre de Lily, elle était assise en tailleur sur son lit, son doudou entre les bras. Un vieux chien en peluche à l'aspect usé, presque une version miniature d'Atlas. « Il va bien ?» demanda-t-elle aussitôt. Scott s'assit près d'elle. « Il s'appelle Atlas. » « Et oui, il est en sécurité maintenant. Les vétérinaires s'occupent de lui. » Les yeux de Lily s'emplirent de larmes. « Je savais qu'il était un chien de police. Je l'ai deviné à la façon dont il s'assied, dont il regarde tout autour de lui. Il surveille, il protège, même quand il a peur. » Scott sourit, touché par l'observation. « Comment t'as deviné ? Tu te souviens, l'année dernière, quand on est allé à la journée portes ouvertes de la police, ils nous ont montré les chiens et comment ils obéissaient. Atlas, il s'assoit pareil.
Il regarde pareil. Scott borda la couverture autour d'elle. Il ne retournera pas chez cet homme, je te le promets. Est-ce qu'on peut l'adopter? Demanda-t-elle d'une voix fébrile. Il me connaît déjà. Il m'aime bien. Scott déglutit, incapable de répondre tout de suite. Atlas a vécu beaucoup de choses difficiles. Il est peut-être trop marqué pour vivre avec une famille, surtout avec une enfant. Mais il n'a jamais essayé de me mordre. Il me faisait confiance. Je suis son ami. Scott l'embrassa sur le front. Dors, ma chérie. On en reparlera demain. Cette nuit-là, Scott resta éveillé longtemps après que Sarah se soit endormie. Il regardait le plafond, mais voyait autre chose. Un chien enchaîné, trahi par les siens, survivant sans comprendre pourquoi son monde avait disparu. Il pensait à sa propre détresse, au retour d'Afghanistan, à la sensation d'être un fardeau que personne ne savait aider. Et il comprenait, profondément. Atlas n'était pas juste un chien. Il était un soldat blessé qu'on avait abandonné, comme lui. Le refuge animalier du comté de Halford se trouvait à la sortie de la ville, installé dans une ancienne ferme rénovée, entourée de champs paisibles et d'un bosquet de bouleaux. La bâtisse, à l'allure chaleureuse, avec son porche en bois et sa peinture blanche écaillée, tranchait volontairement avec l'image austère que l'on se fait souvent des refuges. C'était un choix réfléchi, pensé il y a 30 ans par Madame Clara West, la fondatrice. Les animaux sentent quand un endroit est hostile. On ne soigne pas la peur dans des murs qui ressemblent à une prison, disait-elle souvent. À 65 ans, Clara avait vu passer des milliers de chiens, de chats, de bêtes sauvées de justesse ou abandonnées sans remords. Elle avait développé, au fil des ans, une capacité presque surnaturelle à lire les mouvements d'une queue, le frémissement d'un museau, le silence d'un regard. Et dans le regard d'Atlas, elle avait lu quelque chose de brisé, pas seulement de la peur, de la perte, de l'incompréhension, une blessure profonde, invisible, mais toujours ouverte. C'est l'un des cas les plus lourds que j'ai vus depuis longtemps, confia-t-elle au docteur James Foster, le vétérinaire du refuge, tandis qu'ils observaient Atlas à travers la vitre sans teint de la salle médicale. Le chien dormait sous sédatif, son flanc se soulevant lentement, les pattes repliées sous lui dans une posture défensive, même en sommeil. Lorsqu'il l'avait examiné pour la première fois, le tableau clinique était accablant. 3 côtes fracturées mal ressoudées, hématomes anciens sur les flancs et l'arrière-train, signes évidents de coups répétés, état de maigreur avancée, et bien sûr, cette épaule droite blessée sur le terrain et jamais correctement soignée. « Il peut s'en remettre ?» demanda Clara en croisant les bras. Le docteur Foster consulta sa tablette, puis hocha la tête, pensif. « Physiquement, oui, avec une bonne nutrition, de l'exercice adapté et du temps. L'articulation restera fragile, mais il est encore jeune. Il peut avoir plusieurs années de vie de qualité. » Clara garda le silence un instant, observant le chien qui commençait à émerger de sa torpeur. Le plus dur sera dans sa tête. Ces chiens-là ne sont pas comme les autres. Ils ont été dressés pour avoir un but, pour comprendre le monde à travers le travail, l'ordre, la mission. Si on leur enlève ça, et qu'on y ajoute la maltraitance, on obtient une créature perdue. Il va falloir plus que des croquettes et une couverture pour le faire revenir. Le lendemain matin, Scott et Sarah Wexler s'étaient retrouvés face à leur traditionnel carnet de décision posé au milieu de la table de la cuisine. Une feuille divisée en 2 colonnes. Avantages, inconvénients. Lily était partie chez une amie, leur laissant l'espace pour une conversation honnête, adulte. D'accord, avantage numéro 1, Lily a déjà un lien avec lui, un lien fort, dit Scott en inscrivant la ligne. Inconvénient numéro 1, il a été sévèrement maltraité et pourrait réagir de manière imprévisible. Je travaille aux urgences, Scott. J'ai vu des enfants défigurés par des morsures. Deuxième avantage, c'est un chien formé. Les K9 reçoivent l'un des entraînements les plus rigoureux du pays. Deuxième inconvénient, ce même entraînement pourrait le rendre plus dangereux s'il se sent menacé. Il s'est attaqué sur commande. Ils continuèrent ainsi, ligne après ligne. Les inquiétudes légitimes de Sarah s'empilaient face à l'optimisme prudent de Scott. Puis, au bout d'un moment, Sarah posa son stylo. « Tu sais ce que c'est vraiment tout ça ?» dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Lily l'aime déjà ?» Elle secoua doucement la tête. « Non, toi, tu te vois en lui. » Scott ne répondit pas tout de suite. Il fixa la feuille, les 2 colonnes, l'équilibre fragile entre peur et espoir. « Est-ce que c'est mal ?»« Non, » répondit-elle en lui prenant la main. Mais il faut être honnête. Ce chien, ce n'est pas juste une adoption, c'est aussi une part de ta guérison. Scott soupira. Quand je suis revenu,
Tout le monde voulait que je redevienne normal, faire des barbecues, aller au supermarché, agir comme si je n'avais pas vu ce que j'avais vu. Mais personne ne m'a laissé le droit d'être brisé, juste un moment. Et peut-être qu'Atlas a besoin de ça. Il leva les yeux vers sa femme. Un endroit où il peut être cassé, sans être rejeté. Elle hocha lentement la tête, émue malgré elle. Dans ce cas, ajoute un avantage, il ne serait pas le seul à guérir. Scott écrivit la phrase avec soin, puis reposa son stylo. Mais il faut qu'on le rencontre, tous les trois, avant toute décision. C'est juste, répondit-elle. On verra s'il peut devenir l'un des nôtres. À des kilomètres de là, au refuge, Clara entamait l'évaluation post-sédation d'Atlas. Le chien se tenait dans le coin de son box immobile, le regard perçant braqué sur la vétérinaire. Lorsqu'elle ouvrit la porte, il grogna, bas et profond, un avertissement sans équivoque. Clara ne bougea pas, ne le regarda pas directement. Elle posa doucement une gamelle remplie à l'entrée et recula sans un mot. « Tu as besoin d'espace » murmura-t-elle. « C'est raisonnable ». Durant les 3 jours suivants, elle mit en place une routine rigoureuse. Repas servis à heure fixe, eau fraîche 2 fois par jour, pas de contact inutile, aucune tentative de caresse, aucune voix trop douce ni trop vive. Seulement des gestes constants, prévisibles, presque robotiques. Le 3e jour, Atlas attendit que la porte soit refermée pour s'approcher de sa nourriture. Une victoire minuscule pour d'autres, monumentale pour lui. Il mange régulièrement maintenant, déclara Clara au docteur Foster lors de leur prochaine réunion. Aucun signe d'agressivité pendant les repas, c'est encourageant, mais il refuse toujours tout contact physique. Le vétérinaire feuilleta son dossier. Il faudrait que je vérifie son cœur, sa cicatrisation. Pas de nouvelle sédation, coupa Clara. Elle le rend vulnérable. Ça renforce son impression de perte de contrôle. Essayons la muselière. Mais la tentative tourna court. Lorsque Jamie, l'un des soigneurs, entra avec la muselière, Atlas se tendit comme un arc. Il se recroquevilla dans le coin, la nuque hérissée, les crocs apparents. Une série de grognements clairs, codés, un langage hérité de son entraînement. « Recule, tout de suite. Stop !» ordonna Clara. Jamie obéit. « Il n'est pas prêt. » Ce soir-là, assise à son bureau, Clara consulta de nouveau le dossier d'Atlas. Elle relut chaque ligne de son parcours dans la police, les sauvetages, les distinctions, les remarques de son ancien maître. « Partenaire exceptionnel », écrivait Frank Darrow. « Obéissance impeccable, instinct tactique rare, lien fusionnel. » Un déclic se produisit. Clara décrocha le téléphone et appela l'unité K9 de l'État de Caroline de l'Est. « Sergent Simmons à l'appareil. » « Sergent, ici Clara West, refuge animalier du comté de Halford. J'ai dans mes locaux un chien nommé Atlas, ancien K9. Il a été sauvé d'un cas de maltraitance grave. Le propriétaire actuel est en détention. Je tente de reconstituer son parcours. » Un silence, puis « Atlas, le chien de Frank Darrow ?»« Exactement. » Le sergent parut hésiter. « Attendez, je vous transfère au capitaine Reed. » 10 minutes plus tard, Clara raccrocha avec plus de questions que de réponses. Le capitaine avait été poli mais fermé. Il avait prétendu devoir vérifier les archives avant de rappeler. Son ton, pourtant, trahissait quelque chose, une gêne, une peur. Clara fit une note dans le dossier, contacter directement Frank Darrow si possible. Le lendemain matin, la famille Wexler franchit pour la première fois les portes du refuge. Scott avait appelé la veille, expliquant leur lien particulier avec Atlas et leur possible projet d'adoption. Clara les accueillit elle-même, observant rapidement la dynamique familiale. Sarah, droite, réservée, tenait un sac de premiers soins contre elle, réflexe professionnel. Scott, calme, en alerte constante, une posture que Clara reconnaissait chez ceux qui avaient connu le front. Mais c'était Lily qui attirait toute son attention. La fillette scrutait le couloir comme si elle cherchait à sentir la présence du chien à travers les murs. « Avant tout, il faut que vous compreniez où en est Atlas », expliqua Clara une fois installée dans son bureau. « Ce chien n'a pas simplement été battu, il a été trahi. D'abord par ses blessures, puis par ceux qui auraient dû veiller sur lui. Mais il me faisait confiance ?» intervint Lily. « Je l'ai touché plusieurs fois. » Clara la fixa, intriguée. « C'est loin d'être anodin. Les chiens de travail ne s'attachent pas facilement. S'il vous a laissé l'approcher, c'est qu'il a perçu chez vous quelque chose d'essentiel. Une absence de menace. » Scott se pencha légèrement en avant. « Concrètement, quelles sont ses chances de réhabilitation? Cela dépend du cadre. Ici,
Nous pouvons le stabiliser, lui redonner une alimentation correcte, des soins. Mais ce n'est pas suffisant. Il a besoin d'un but. Tous les chiens de travail en ont besoin. Sans mission, ils tournent en rond. Ils s'effondrent. Quel genre de mission ? Demanda Sarah. Cela peut être simple. Lui faire porter un sac à dos pendant les promenades, lui apprendre à surveiller la clôture, lui donner des objets à chercher, ce n'est pas le travail en soi. C'est la structure, la logique, l'objectif. Scott hocha la tête. Routine, cadre, langage clair, c'est comme nous, les anciens. Exactement, dit Clara en souriant. Mais avant tout, il faut qu'il reconstruise un lien de confiance. Et ça prendra du temps. Est-il dangereux ? Demanda Sarah. Tous les animaux traumatisés peuvent l'être dans certaines conditions, répondit Clara honnêtement. Atlas pèse près de 45 kilos, il a été entraîné au mordant. Mais il a aussi reçu un conditionnement exceptionnel. Il ne mord pas sans raison, il attend les ordres, il observe. Lily leva la main timidement. « Je peux le voir !» Clara échangea un regard avec les parents. Scott acquiesça. Sarah, plus hésitante, ne s'y opposa pas. On va l'observer à travers la vitre. Pas de contact, pas de geste brusque. Le couloir menant au box des chiens était silencieux, baigné d'une lumière tamisée et ponctué de légers grincements métalliques. Clara guida les Wexler jusqu'à une grande vitre sécurisée donnant sur l'espace d'isolement. Atlas était là, couché, dos tourné, oreilles à demi abaissées, l'air éteint. Lily s'approcha de la vitre sans bruit, ses yeux s'agrandissant en le reconnaissant. Elle resta là, sans bouger, pendant de longues secondes. Puis elle se pencha doucement, posa sa main contre la vitre et chuchota presque imperceptiblement. « Coucou, Atlas !» Le chien ne bougea pas. Mais Clara, qui scrutait chacun de ses mouvements, vit une oreille frémir. Un frémissement infime, mais réel. Lily insista, toujours sur ce même ton bas, sincère, affectueux. « Tu te souviens de moi ? J'ai encore un sandwich, tu sais ?» Elle sourit, les yeux humides. Atlas tourna légèrement la tête, son regard balaya la pièce, lentement, jusqu'à croiser celui de la fillette. Il ne se leva pas, mais il ne détourna pas non plus les yeux. Un silence tendu suivit, suspendu entre peur, reconnaissance et incertitude. Sarah toucha doucement l'épaule de Clara. « Est-ce que c'est bon signe ?» Clara hocha la tête. « Oui, un très bon signe. Il aurait pu se lever, montrer les dents, grogner. Mais il a choisi l'observation. C'est son langage pour dire « je me souviens ». Scott s'approcha à son tour. Il observe Atlas longuement, comme s'il cherchait à deviner quelque chose au fond de ce regard fatigué. Puis il demanda « On peut tenter une phase de socialisation sur terrain neutre ?» Clara fronça légèrement les sourcils. « Pas tout de suite. Mais si vous êtes sérieux, si vous êtes prêt à vous investir, on peut mettre en place une procédure d'accueil temporaire, sous supervision. Atlas pourrait passer quelques heures chez vous chaque semaine, et on verra comment il réagit à votre environnement. » Lily se retourna, les yeux brillants. « Tu veux dire, il pourrait venir chez nous ?»« Oui, » répondit Clara, « mais pas comme un chien normal, comme un ancien soldat blessé. Il faudra lui parler avec des gestes simples, respecter ses zones de confort, lui laisser l'initiative. » Scott acquiesça. « Je comprends parfaitement. » Durant les 2 semaines suivantes, les visites s'enchaînèrent. Toujours encadrée, toujours progressive. La première fois qu'Atlas mit la patte hors du refuge, ce fut dans le jardin fermé du centre, avec Scott à ses côtés. Le vétéran s'était assis sur un banc, calmement, ne disant rien, laissant le chien explorer à son rythme. Clara observait la scène de loin, notant chaque changement de posture, chaque regard. Puis Lily rejoignit les séances. Elle s'asseyait simplement sur l'herbe, 1 mètre derrière son père, les mains posées à plat sur ses genoux, comme Clara le lui avait appris. Elle ne bougeait pas, ne l'appelait pas. Elle attendait, et un jour, Atlas s'approcha. Lentement, méfiant, tête basse, muscles tendus. Il contourna Scott, s'arrêta à moins de 20 cm de la fillette. Puis, tout doucement, il s'assit. Une posture droite, attentive, presque réglementaire. Le cœur de Sarah, posté derrière la clôture, s'emballa. Lily, elle, ne bougea pas. Mais son visage s'illumina d'un sourire pur, fragile, qu'on ne peut offrir qu'une seule fois dans une vie. « Salut, grand chien !» souffla-t-elle. « Je t'ai manqué ?» Atlas inclina la tête. Puis, contre toute attente, il posa sa patte avant sur le genou de la fillette. Ce jour-là, Clara fit un appel en urgence au capitaine Reed. Elle insista jusqu'à le joindre directement. « Capitaine, je vais être franche.
Ce chien a été abandonné par votre service dans des conditions inacceptables. Je veux comprendre pourquoi. Un long silence, puis enfin une réponse. Ce n'est pas quelque chose dont nous sommes fiers. Atlas appartenait à l'un de nos meilleurs maîtres chiens, l'agent Frank Darrow. Ils étaient inséparables. Mais Darrow est mort en service dans une opération qui a mal tourné. Le choc a été tel qu'Atlas a cessé de répondre aux ordres. Il refusait de travailler avec quelqu'un d'autre. Donc vous l'avez considéré comme inutile? Pas moi. Mais l'administration, oui. Et quelqu'un, je ne sais pas qui, a facilité son transfert à Mercer. Je crois que Mercer avait des relations. Il l'a récupéré sous le radar. Clara serra les dents. Ce chien n'a pas seulement perdu son maître, il a été jeté, humilié, maltraité. Et pourtant il tient encore debout, murmura le capitaine. Peut-être qu'il n'est pas aussi brisé qu'on le croyait. Le programme d'intégration temporaire fut approuvé la semaine suivante. Clara, après avoir rédigé un rapport psychologique complet, obtint une autorisation spéciale permettant à Atlas de passer ses week-ends chez les Wexler sous conditions de suivi vétérinaire et comportemental strict. Une décision exceptionnelle mais justifiée par l'évolution spectaculaire du chien au contact de Lily. La première fois qu'Atlas franchit la porte de la maison des Wexler, il s'arrêta net dans l'encadrement. Ses yeux balayaient la pièce comme s'il entrait dans un terrain inconnu. Scott, préparé à cette réaction, resta silencieux, assis à table, occupé à lire un journal. Aucune pression, aucun mot, juste sa présence. Lily, elle, attendait assise au sol, près du canapé. Elle avait disposé 3 balles de tennis, un bol d'eau et un vieux plaid lavé 3 fois. Elle n'attendait pas une réaction immédiate. Elle voulait qu'Atlas sache qu'il était le bienvenu, à ses conditions. Il entra lentement, flairant le sol, inspectant chaque angle. Puis, avec une prudence presque solennelle, il s'approcha du plaid. Il le renifla, tourna autour et s'y coucha, dos tourné mais non tendu. Un geste simple. Mais pour eux, c'était une déclaration silencieuse. Il acceptait leur toit. Les jours suivants furent marqués par des rituels. Atlas se levait tôt, toujours avant Scott, et se plaçait face à la porte d'entrée comme un gardien en service. Quand Scott ouvrait la porte-fenêtre, le chien faisait une ronde du jardin silencieuse et méthodique, comme s'il balisait un périmètre militaire. Lorsqu'un écureuil traversait le terrain, il se contentait de l'observer. Aucune impulsivité, juste de la vigilance. Le soir, après dîner, Lily lisait à voix haute, d'abord des contes, puis des romans d'aventure. Atlas, couché près du canapé, écoutait sans ciller, les yeux à demi fermés mais l'oreille toujours tournée vers elle. Et une nuit, alors que la maison était plongée dans le silence, Sarah se leva pour boire un verre d'eau. En passant devant la chambre de Lily, elle s'arrêta net. Atlas dormait là, allongé en travers du seuil de la porte, comme une sentinelle. Les choses prirent un autre tournant lorsqu'un voisin, ignorant la présence du chien, frappa brusquement à la porte d'entrée. Le coup sec résonna comme un tir dans le salon. Atlas bondit, grogna, se plaça devant Lily en position de défense. Mais ce qui frappa Scott, ce fut ce qu'Atlas fit ensuite. Il attendit. Il n'attaqua pas, il ne céda pas à la panique. Il s'immobilisa, muscles tendus, mais parfaitement contrôlé. Scott ouvrit. C'était juste Monsieur Hargrove, le retraité du bout de la rue, venu rapporter un colis mal livré. Atlas, toujours en alerte, ne recula pas. Mais il ne bougea pas non plus. Il restait prêt, juste au cas où. Quand la porte se referma, Scott s'agenouilla près du chien. « Tu es toujours en service, hein? Même ici !» Atlas le regarda, puis posa lentement sa tête contre la poitrine de l'ancien soldat. Les évaluations comportementales s'accumulaient, toutes positives. Clara notait une stabilisation émotionnelle rapide, un attachement clair à Lily, une tolérance accrue aux sons et aux mouvements imprévus. Lors de la 4e visite, elle fut témoin d'un moment saisissant. Lily, en larmes, après une mauvaise journée à l'école, s'était blottie contre le chien. Atlas, sans qu'on le lui demande, avait léché doucement sa main. Aucun grognement, aucun stress, juste une réponse douce, adaptée, presque humaine. Mais tout bascula lorsqu'une journaliste locale, alertée par un employé du refuge, publia un article sensationnaliste sur le passé d'Atlas. Un chien de police meurtrier adopté par une famille, titrait le journal. L'article évoquait vaguement une ancienne opération durant laquelle un suspect avait été grièvement blessé par Atlas. Aucun contexte, aucune mention de la légitime défense, juste l'accusation. Dans les heures qui suivirent, le téléphone du refuge sonna sans relâche. Des messages de parents inquiets, des critiques, des demandes d'explications.
Et finalement, une lettre officielle, le bureau du procureur du comté ordonnait une suspension immédiate du programme d'intégration. Atlas devait être ramené au refuge jusqu'à nouvel ordre. Quand Clara l'annonça à Scott, sa mâchoire se crispa. « C'est une erreur, une injustice. Je sais, mais je suis obligé de m'y conformer. » Ce soir-là, Lily se tenait dans l'entrée, Atlas à ses côtés, le regard inquiet. « Il a rien fait de mal, protesta-t-elle. Il est si gentil. Il est juste triste parfois. » Scott s'agenouilla, prit sa fille dans ses bras. « On va se battre pour lui, Lily. Je te le promets. » Alors qu'il refermait la porte du refuge derrière eux, Atlas jeta un dernier regard en arrière. Non pas par peur, mais avec cette expression déchirante que seuls les chiens savent avoir, celle de quelqu'un qu'on laisse encore une fois derrière. Le box dans lequel Atlas fut replacé n'avait rien à voir avec la chaleur tranquille de la maison des Wexler. Le béton froid, les murs métalliques et l'écho des aboiements formaient un contraste brutal avec le calme du jardin et les histoires du soir lues par Lily. Dès les premières heures, Clara remarqua une régression. Atlas tournait en rond, refusait de s'alimenter et fixait la porte comme s'il attendait un ordre qui ne viendrait jamais. Clara savait qu'il ne pouvait pas le laisser se refermer. Elle appela aussitôt Scott. « Il faut agir maintenant. Si on attend, on risque de le perdre. »« Pas physiquement, mais ici, » dit-elle en pointant sa tempe. Scott était déjà sur le coup. Il avait contacté Maître Jenkins, un avocat spécialisé dans les droits des animaux de service. Ancien militaire lui aussi, Jenkins avait une réputation solide dans tout l'État de Virginie. Moins de 24 heures plus tard, une requête officielle était déposée pour contester la suspension du programme de réhabilitation et demander une audience d'urgence. L'audience fut programmée pour le lundi suivant. Le tribunal du comté, une petite salle à l'architecture désuète, se retrouva rempli de curieux, de journalistes et de familles concernées. Clara prit place au premier rang, aux côtés de Scott et Sarah. Lily, trop jeune pour assister à l'audience, attendait à la maison avec une amie, mais elle avait laissé une lettre, un mot écrit en lettres droites, à la main. « S'il vous plaît, laissez Atlas revenir à la maison. Il ne mord pas, il protège. Il ne grogne pas, il comprend. Il n'aboie pas, il écoute. » Maître Jenkins, cravate de travers et regard de vieux lion, se leva pour sa plaidoirie. Il commença par dérouler calmement le dossier médical d'Atlas, les photos de ses blessures à son arrivée, les vidéos de ses interactions avec Lily, les bilans comportementaux du refuge. Puis il posa sur la barre une caisse militaire en métal, l'ouvrit et en sortit le harnais d'intervention d'Atlas. Ce harnais représente plus que de simples outils de travail, c'est l'équivalent d'une médaille, d'une identité. Mon client à quatre pattes ici présent n'est pas un simple chien. Il est un ancien agent du maintien de l'ordre, ayant servi l'État avec loyauté. Sa punition actuelle ne découle pas d'un crime, mais d'un article médiatique sans fondement et d'un système qui a préféré l'oublier plutôt que d'assumer sa responsabilité. Le procureur, de son côté, évoqua les risques. Un chien de cette puissance, formé au combat, au mordant, à la neutralisation d'adversaires, pouvait-il vraiment vivre dans un foyer avec une fillette? Jenkins ne se démonta pas. Il montra les rapports de Clara, les témoignages, les vidéos, puis il lança « L'argument du risque, on le connaît. Mais le vrai danger ici, c'est l'abandon. Le vrai danger, c'est ce que nous devenons en reniant ceux qui nous ont servis. » Le moment le plus fort fut lorsque Scott se leva pour témoigner. L'ancien militaire, droit dans ses bottes, posa une main sur la barre. « Quand je suis revenu du front, j'étais cassé. Pas de l'extérieur, à l'intérieur. Ma fille m'a ramené à la vie avec patience, avec amour, et c'est exactement ce qu'elle fait pour Atlas. Elle voit en lui ce que personne d'autre ne prend le temps de voir. Une âme fatiguée, mais digne, une loyauté sans limite, une douleur qui ne demande qu'à guérir. » Le silence dans la salle était total. Même le juge, un homme pourtant réputé pour sa sévérité, avait cessé de prendre des notes. L'audience dura plus de 2 heures. Lorsque le juge suspendit la séance pour délibération, l'incertitude pesa comme une chape de plomb. Les Wexler retournèrent s'asseoir, le regard dans le vide, retenant leur souffle. 1 heure plus tard, le verdict fut rendu. Après examen approfondi des éléments fournis, et considérant le comportement exemplaire d'Atlas depuis son retour sous observation, le tribunal autorise la reprise du programme de réhabilitation, sous réserve d'un suivi hebdomadaire et de l'évaluation continue par un professionnel accrédité. Scott serra les poings, Sarah ferma les yeux, soulagée, et Clara, pour la première fois depuis des mois, esquissa un sourire franc. Ce soir-là, Lily attendait sur le perron, sa peluche serrée contre elle.
Lorsqu'elle vit la voiture de refuge s'arrêter devant la maison, elle courut vers la porte, le cœur battant. Atlas descendit doucement, observant les environs. Et quand il vit Lily, il trotta vers elle sans hésitation. Il ne sauta pas, il ne grogna pas. Il posa juste sa tête contre son ventre doucement, comme s'il avait enfin retrouvé ce qui lui manquait. Les semaines qui suivirent furent marquées par une métamorphose profonde. Atlas n'était plus seulement un chien en réhabilitation, il était redevenu un partenaire, un membre à part entière de la famille Wexler. Chaque matin, il accompagnait Scott lors de ses marches, longeant les trottoirs avec la précision d'un soldat. Lorsqu'un bus scolaire passait, il s'arrêtait d'instinct, analysait le mouvement, jamais tendu, toujours en veille. Scott notait mentalement chaque réaction, les stimuli bruyants, les ombres, les silhouettes soudaines. Aucun signe d'agressivité, juste de la maîtrise. Lily, elle, avait repris l'habitude de lui lire une histoire tous les soirs. Parfois, elle ne finissait pas les phrases. Parfois, elle s'endormait en pleine page, sa tête appuyée contre le flanc du chien. Et à chaque fois, Sarah trouvait Atlas toujours éveillé, le regard posé sur la porte, en alerte. Comme s'il montait la garde entre deux mondes, celui des cauchemars et celui de l'oubli. Mais dans l'ombre, l'agitation ne cessait pas. L'article du journal local avait été relayé à l'échelle de l'État. Une pétition avait été lancée par un groupe de parents qui refusaient la présence d'un chien d'attaque dans un quartier résidentiel. Des menaces commencèrent à affluer. Des messages anonymes, des regards lourds à l'épicerie. Et un matin, Sarah trouva leur boîte aux lettres éventrées avec une affiche scotchée « On veut pas de ton monstre ici ». Scott alerta immédiatement les autorités. Mais la police du comté se montra prudente, polie, détachée, comme si l'affaire dérangeait plus qu'elle ne les motivait. Clara, en apprenant cela, prit la décision de contacter un vieil ami, un ancien maître chien devenu instructeur fédéral. Il accepta de venir observer Atlas en conditions réelles chez les Wexler. Il arriva un dimanche matin, lunettes noires, démarche raide, regard d'expert. Son nom, Neil Barrow, ancien du 305e bataillon, l'un des meilleurs formateurs K9 du pays. Neil observe Atlas pendant 2 heures sans un mot. Il le vit obéir aux ordres de Scott, répondre aux gestes de Lily, réagir avec calme aux stimuli sonores. Puis, il demanda à utiliser un simulateur de bruit, un dispositif diffusant des sons d'agression urbaine, cris, coups, sirènes. Atlas se tendit, se leva, se plaça devant Lily, mais il ne fit rien d'autre. Il se contenta de la protéger, en silence, vigilant, centré. Ce chien est opérationnel, déclara Neil après avoir éteint l'appareil. Pas dangereux, pas instable, opérationnel. Vous le recommanderiez pour une réaffectation, vous demanda Clara. Neil hésita. Pas une affectation policière classique, mais comme chien de soutien, thérapie, protection douce. Oui, et sans hésiter. Le rapport officiel de Neil fut transmis aux autorités du comté. Il déclencha une onde de choc, car dans son dossier, l'expert concluait que retirer Atlas de sa famille constituerait un acte de négligence émotionnelle pour l'animal comme pour la fillette. Et il ajoutait une phrase qui fit le tour des réseaux en moins de 24 heures. « Atlas n'est pas un danger, c'est une solution ». Mais alors que les choses semblaient enfin s'apaiser, une convocation judiciaire arriva. Cette fois-ci, non pas pour Atlas, mais pour Scott. Une plainte avait été déposée. L'accusation, mise en danger d'enfant mineur, pour avoir laissé sa fille vivre avec un animal considéré comme potentiellement agressif. Le cœur de Scott s'arrêta net en lisant les mots. Cette plainte n'était pas seulement une attaque contre lui. C'était une tentative de leur enlever ce qui leur avait permis de se reconstruire, ensemble. Maître Jenkins, inflexible, demanda une audience anticipée. Il savait que le timing jouait contre eux. L'accusation avait été formulée de manière à cibler non pas Atlas directement, mais l'autorité parentale de Scott. Un coup bas, légalement stratégique, émotionnellement destructeur. La salle d'audience était tendue. La procureure, une femme sèche et méthodique nommée Madame Norton, soutenait que la présence du chien constituait un facteur aggravant potentiel dans le cadre éducatif d'un enfant. Jenkins, lui, mit en avant les bilans psychiatriques de Lily. Depuis l'arrivée d'Atlas, ses cauchemars avaient diminué de moitié. Ses crises d'anxiété s'étaient espacées. Elle mangeait mieux, dormait mieux, parlait plus. Et puis, dans un mouvement que personne n'attendait, Jenkins appela « Lily a témoigné ». Un murmure traversa la salle. Sarah, d'abord hésitante, croisa le regard de sa fille. Lily hocha doucement la tête. Elle était prête.
Elle s'avança vers la barre, ses petites mains serrées sur un ruban noué autour de son poignet. C'était un morceau du harnais d'Atlas, récupéré et transformé en bracelet par Clara. La voix de Lily était faible mais claire. Avant, j'avais peur, de la nuit, des gens, de tout. Mais Atlas, lui, il comprend quand je tremble. Il comprend quand je ne parle pas. Et quand je me réveille en criant, il est déjà là. Il n'a jamais mordu, il m'a juste protégé. La procureure voulut intervenir, mais le juge leva la main. « Merci Lily, tu peux retourner t'asseoir. » Puis, se tournant vers la salle, ce tribunal a vu passer bien des cas complexes, mais rarement un lien aussi évident entre un animal et une enfant. Il rendit sa décision immédiatement, rejet de la plainte, classement sans suite, et reconnaissance officielle du droit d'Atlas à rester dans son foyer en tant que chien de soutien émotionnel. Ce soir-là, après le verdict, la maison des Wexler sembla respirer à nouveau. Une paix nouvelle s'installa, non pas bruyante, mais profonde comme un soulagement lentement infusé dans les murs. Lily sauta dans les bras de son père, et Atlas, comme s'il avait compris ce que la justice venait de leur accorder, posa son museau contre le cœur de Scott. Il ne fallait rien dire, tout était dit dans ce geste. Les semaines suivantes furent consacrées à la reconstruction. Scott et Sarah prirent la décision de retirer Lily de l'école publique pour quelques mois, le temps que les rumeurs se dissipent. Clara proposa un programme de désensibilisation pour Atlas, avec des promenades dans des lieux à forte affluence. Marchés, gares, petits rassemblements familiaux. Chaque sortie était un test. Et à chaque fois, Atlas se comportait avec une sagesse troublante. Il regardait, il évaluait. Mais jamais il ne réagissait au hasard. Il était précis, mesuré, et d'une douceur extrême envers les enfants. Un jour, alors qu'il marchait dans un parc, un petit garçon trébucha près de lui et se mit à pleurer bruyamment. Atlas se retourna, s'approcha lentement et posa sa tête contre l'épaule du garçon. Celui-ci, surpris, s'arrêta aussitôt de pleurer. Puis, sans réfléchir, l'enlaça. La mère du garçon, d'abord terrifiée, fondit en larmes. « Mon fils a peur des chiens depuis qu'un Doberman l'a mordu. C'est la première fois qu'il en touche un depuis 2 ans. » Ces instants, si simples, étaient pourtant les plus puissants. Clara les nota, les filma même parfois. Elle construisait un dossier pour l'avenir, pas pour la justice, mais pour la mémoire, pour prouver que certaines secondes changeaient des vies, plus que des années entières. Un samedi matin, alors que la famille préparait un pique-nique, Lily retrouva une boîte en bois sous son lit. C'était celle qu'elle avait remplie quand Atlas avait disparu du refuge. À l'intérieur, des dessins, des lettres, une photo de l'ancien chien policier dans son uniforme. Elle courut dans le salon. On pourrait faire une vraie cérémonie pour dire au revoir à l'ancien Atlas et dire bonjour au nouveau? Sarah sourit. Une sorte de baptême? Oui, comme s'il changeait de vie. L'idée fit son chemin. Et quelques jours plus tard, dans le jardin, toute la famille se réunit. Clara fut invitée, Jenkins aussi, ainsi que Neil Barrow et quelques voisins qui avaient soutenu leur combat. Lily lut un texte, écrit de sa main, qu'elle avait appelé « Atlas, le protecteur invisible ». Elle raconta l'histoire du chien qui avait connu la guerre, les cris, la solitude, puis qui avait retrouvé la chaleur d'un foyer grâce à une petite fille qui savait attendre. À la fin, elle s'approcha d'Atlas, accrocha un nouveau médaillon à son collier et murmura « Maintenant, tu es chez toi, pour de vrai ». Clara, les yeux embués, déclara ce jour-là « J'ai vu beaucoup d'animaux passer par le refuge, mais Atlas restera celui qui m'a appris qu'un chien peut guérir non seulement lui-même, mais aussi ceux qui l'entourent. » Mais le destin, toujours friand de virages imprévus, n'en avait pas tout à fait fini avec eux. Un matin d'automne, alors que Scott lisait le journal dans le salon, une enveloppe officielle arriva par la poste. En haut à gauche figurait un logo militaire. Sarah ouvrit la lettre, fronça les sourcils, puis tendit la feuille à son mari. C'était une convocation. Le colonel Frank Darrow, maître chien et ancien partenaire d'Atlas, était vivant. Il avait été porté disparu après une opération en territoire hostile, présumé mort suite à l'explosion d'un convoi. Mais il avait été capturé, puis retenu pendant près de 2 ans avant d'être retrouvé dans une zone de conflit secondaire. Depuis son rapatriement, il suivait une rééducation intensive et vivait dans un centre pour vétérans blessés, dans le Colorado, et il demandait à voir Atlas. Scott ne savait quoi répondre, il regarda son chien. Atlas, couché à ses pieds, leva la tête et fixa la lettre, comme si, instinctivement, il comprenait qu'un lien ancien venait de se réveiller. Le débat fut long. Sarah craignait de perdre ce qu'ils avaient reconstruit. Clara, consultée, confirma que les retrouvailles pouvaient provoquer un choc chez le chien.
mais aussi potentiellement une guérison plus profonde encore. Et Lily, avec sa sagesse d'enfant, trancha. Atlas a 2 familles maintenant. S'il retrouve son ancien ami, ça veut pas dire qu'il nous oubliera. Ça veut dire qu'il peut aimer 2 fois plus. Quelques jours plus tard, après concertation avec les médecins de Frank Darrow, le voyage fut organisé. Clara, par mesure de sécurité, insista pour accompagner Atlas. Un van adapté fut affrété, avec coussin, caisse de transport ouverte, eau muselière en réserve, même si plus personne n'imaginait devoir l'utiliser. Le trajet jusqu'au Colorado prit 2 jours. Lily resta avec sa tante, mais enregistra une vidéo pour Atlas qu'il put écouter pendant le trajet, sa voix douce résonnant dans la cabine. « Reviens vite, mon Atlas, tu es fort, mais tu es aussi notre doudou préféré. » Quand ils arrivèrent au centre de réhabilitation militaire de Fort Grayson, Clara sentit la tension monter. Elle n'était pas sûre de ce qui allait se passer. Le personnel médical les accueillit avec bienveillance. Frank, disait-on, avait demandé chaque jour si l'heure était venue. Le moment venu, dans une salle de repos au mur crème avec un fauteuil roulant à roulettes larges, Frank Darrow attendait. Il avait perdu du poids, sa barbe était plus fournie, son bras gauche était bandé et sa jambe droite absente. Mais dans ses yeux brillait une lumière presque juvénile, une espérance nue. Atlas entra, guidé par Clara. Il s'arrêta net, puis lentement, il s'approcha. Frank ne dit pas un mot, il laissa tomber sa casquette sur ses genoux, les mains tremblantes. Et alors qu'Atlas franchissait les 2 derniers mètres, Frank murmura presque sans voix « Mon brave, t'es encore là ?» Atlas posa sa tête contre le genou du fauteuil, puis dit dans un mouvement lent, il gémit doucement. Pas de peur, pas de douleur, un son rauque, profond, comme s'il reconnaissait une présence effacée depuis trop longtemps. Frank se pencha, le caressa et éclata en larmes. Le personnel resté à distance détourna pudiquement les yeux. Pendant plus d'1 heure, ils restèrent ensemble. Aucun mot n'était nécessaire. L'homme parlait par gestes, par frissons, et Atlas répondait par la posture, les respirations lentes, le battement régulier de sa queue contre le sol. Puis Frank demanda à parler à Scott. Une visio fut organisée. Quand Scott apparut à l'écran, Frank hocha la tête. « Merci, vous l'avez sauvé, je croyais qu'il était mort. » Scott répondit simplement « Il m'a sauvé aussi. » Ce jour-là, Frank prit une décision inattendue. Il ne réclama pas la garde d'Atlas. Il ne demanda aucun droit. Il fit rédiger une déclaration officielle signée de sa main, stipulant qu'il confiait à Scott et à sa famille la charge exclusive du chien, qu'il appelait encore Caporal Atlas, avec une mention pour services rendus au pays et pour amour inconditionnel envers ceux qui n'ont pas les mots. Ils restèrent encore 3 jours à Fort Grayson. Le temps pour Atlas de se reposer, de revoir son ancien maître. À chaque visite, Frank se montrait plus détendu, comme si, à travers les yeux du chien, il revoyait une part de lui-même restée figée sur le champ de bataille. Le retour à la maison fut silencieux. Clara, bouleversée, avait pris des notes tout au long du trajet, incapable de mettre des mots sur ce qu'elle avait vu. Mais au fond d'elle, elle savait, Atlas n'était plus un simple chien sauvé. Il était un symbole, un pont entre 2 époques, entre la guerre et la paix, entre l'oubli et la mémoire. Quand Atlas franchit à nouveau le seuil de la maison des Wexler, Lily se précipita. Elle n'avait pas dormi la nuit précédente. Elle avait décoré le salon de dessins et d'affiches. « Bienvenue chez toi, héros poilu !» Le retour du champion, et même un gâteau en forme d'os. Atlas trottina jusqu'à elle, puis, dans un geste qui n'était pas habituel, se mit à tourner en rond, la queue battant l'air, grognant doucement comme un rire. Il était heureux, il était enfin entier. L'année qui suivit marqua un tournant, non seulement pour Atlas et les Wexler, mais pour toute la communauté. L'histoire du chien policier sauvé de l'euthanasie par une fillette fit le tour du pays. Mais ce n'était pas la médiatisation qui comptait, c'était l'impact. Les messages que la famille recevait chaque semaine. Des lettres, des dessins d'enfants, des témoignages de vétérans qui avaient retrouvé l'espoir en découvrant leur histoire. Un jour, la directrice d'un centre scolaire spécialisé les contacta. Elle proposait d'inviter Lily et ses parents à témoigner, avec Atlas, devant une classe d'élèves autistes. Clara, qui avait poursuivi son suivi bénévolement, valida l'idée. Elle savait que ce chien avait quelque chose que peu d'humains avaient encore, la patience absolue, l'écoute silencieuse, la capacité de rester là, sans juger. Quand ils se présentèrent devant la classe, les enfants restèrent d'abord figés. Certains reculaient, d'autres fixaient Atlas, sans cligner des yeux. Mais Lily
s'assit doucement au sol comme elle l'avait fait la toute première fois. Atlas vint s'allonger contre elle, il ne bougea plus. Un des garçons, prénommé Elijah, s'approcha à quatre pattes et posa sa tête contre le flanc du chien. Personne ne dit rien. Les adultes s'étaient tus. Dans cette salle, à ce moment-là, il n'y avait plus de trouble, juste une respiration commune. À partir de là, les Wexler furent régulièrement sollicités. Atlas devenait un chien de soutien officiel, certifié. Mais il n'était jamais forcé. S'il montrait le moindre signe de stress, ils annulaient la visite. Il n'était pas là pour travailler, il était là pour exister et faire du bien, naturellement. Lors d'une cérémonie tenue, en son honneur au centre vétéran de Caroline du Nord, le commandant adjoint du gouverneur prononça un discours marquant. Ce chien a servi son pays, puis il a été brisé, puis sauvé. Et maintenant, il est redevenu un sauveur. Ce n'est pas seulement un chien qu'on célèbre aujourd'hui, c'est une renaissance, une leçon. Lily, ce jour-là, lut à voix haute un poème qu'elle avait écrit, intitulé « Il m'a entendu avant que je parle ». Et au dernier mot, Atlas s'est levé. Il s'est placé devant elle et a aboyé, une fois, juste une, comme un point final à ce qu'ils avaient traversé. Les saisons passèrent, Atlas vieillit, son museau blanchit, il courait un peu moins vite, montait les escaliers plus lentement, mais sa présence n'en était que plus profonde. Il passait ses journées à suivre Lily comme une ombre, à dormir près de la cheminée ou à observer la rue depuis la baie vitrée, le regard calme. Puis un soir d'hiver, alors que la neige commençait à tomber, Atlas ne se leva pas pour sa promenade. Il resta couché, la tête sur ses pattes. Scott s'agenouilla, comprit. Il appela Clara, ils s'assirent tous autour de lui en silence. Lily, les larmes aux yeux, se coucha près de lui. Elle caressa son front, comme elle l'avait fait des centaines de fois. « Tu peux dormir maintenant. T'as fini ta mission ?» Atlas ferma les yeux. Il s'endormit sans bruit, paisiblement, entouré des siens. Le lendemain, toute la ville sembla s'arrêter. Un hommage fut organisé. La photo d'Atlas trônait au centre de la place. Un portrait sobre, avec cette phrase en dessous, « Il n'a pas seulement sauvé des vies, il a appris aux gens à voir ». Des enfants vinrent déposer des balles de tennis. Des vétérans saluèrent. Et Lily, dans un manteau trop grand, resta là pendant 1 heure entière sans parler. À la fin, elle leva la tête vers son père. « Tu crois qu'il m'attend quelque part ?» Scott sourit, un bras autour de ses épaules. « Je suis certain qu'il te guette déjà. » Et qu'il continue de monter la garde. L'histoire d'Atlas et de Lily est aujourd'hui racontée dans des écoles, des refuges et même dans certaines formations pour maîtres chiens. Elle rappelle que derrière chaque regard marqué, chaque cicatrice, chaque grognement, il y a peut-être une histoire que personne n'a pris le temps d'écouter. Et parfois, il suffit d'une seule voix douce, d'une histoire lue à voix basse, d'un silence partagé dans une chambre, pour que la lumière revienne. Atlas était un chien d'intervention, un soldat, un miraculé. Mais pour Lily, il était surtout son meilleur ami. Et dans ce monde bruyant, rapide, parfois violent, ça, c'était peut-être le plus grand miracle de tous.